Bienvenue dans votre émission L'invité de l'Intelligent TV. Aujourd'hui, nous recevons Ange Félix Ndapri, commissaire général du Salon international du livre d'Abidjan. Il revient pour nous sur cette 15e édition de cet événement phare de l'Afrique francophone. Entre défis et succès, cette édition a été marquée par une fréquentation record, des rencontres littéraires enrichissantes, mais aussi elle a été marquée par des contraintes logistiques et techniques qui suscitent bien d'interrogations. Quel bilan le commissaire tire de cette édition? Comment le SILA renforce-t-il la place du livre en Côte d'Ivoire en dépit des obstacles? Autant de questions que nous tenterons de trouver réponse tout au long de cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, monsieur le commissaire, bonjour. Merci de nous accueillir ici chez vous, comme je le dis habituellement. Vous êtes l'Intelligent TV, le diffuseur officiel du SILA depuis 2 ans et nous vous recevons dans le cadre de ce bilan. Bonjour et merci justement de nous recevoir dans vos superbes studios. Merci aussi à mon ami et frère Alafé Wakili, le patron de l'Intelligent TV. Effectivement, depuis 2024, cette chaîne de télé est partenaire officiel du Salon international du livre d'Abidjan et nous nous en réjouissons. Alors, monsieur le commissaire, comment vous vous sentez après la clôture de cet événement, la 15e édition du SILA? Ben, je me sens bien. Je me sens bien avec surtout le sentiment d'avoir essayé d'être utile, d'avoir essayé d'être utile à mon pays, d'avoir essayé d'être utile à une communauté, celle du livre, de l'édition et de la lecture, d'avoir essayé d'être utile à l'humanité à travers cet important projet culturel, littéraire que nous portons. Voilà, on a vraiment essayé, j'insiste là-dessus, on a essayé d'être utile. Quand je dis je parle de certes moi en tant que la face visible, mais autour de moi c'est toute une équipe de bénévoles, d'acteurs, de professionnels provenant de différents secteurs d'activité avec qui nous avons justement créé ce commissariat général pour essayer de porter ensemble cet important projet. Alors, monsieur le commissaire, pour cette 15e édition, quel était l'objectif que vous vous êtes fixé avec votre équipe et est-ce que cet objectif a été ou les objectifs ont été atteints? Ben, écoutez, les objectifs, j'ai envie de les résumer en 3 points. Il y a un objectif que nous prenons plaisir à répéter, c'est de faire de la Côte d'Ivoire le hub de la littérature africaine francophone. Et à côté de cet objectif, ce salon visait aussi à réhabiliter et à restaurer le livre africain à travers ses littératures. Les littératures de toutes les contrées, tous les pays africains. Voilà les objectifs que nous nous sommes fixés et par rapport à ces objectifs, justement, dans leur mise en œuvre, dans leur exécution, il y a des paris que nous avons souhaité relever. Donc tout à l'heure, si vous me donnez la possibilité de revenir là-dessus, je pourrais insister sur les paris qui étaient les nôtres. Alors, on continue. Quels ont été les challenges qui se présentaient à vous, qui s'offraient à vous? Est-ce que vous avez réussi ces challenges? Alors, nous avions d'abord le pari de la reconnaissance. Le pari de la reconnaissance, pour nous, a consisté justement à identifier les pionniers, les devanciers, les acteurs, c'est-à-dire les pères fondateurs de l'édition ivoirienne et bien entendu par ricochet qui ont agi sur l'édition africaine. Donc autour d'une soirée que nous avons dénommée le SILA Légende, il était question pour nous justement de distinguer toutes ces figures fortes, toutes ces icônes qui font la fierté de la littérature ivoirienne à travers différentes catégories. C'était une innovation de cette année. Donc la catégorie édition, catégorie des auteurs, écrivains, la catégorie des libraires et bibliothécaires, la catégorie des imprimeurs et enfin la catégorie de tous ceux qui agissent
en tant que coopérant dans la catégorie coopération et action culturelle. Donc c'était le pari de la reconnaissance, parce que il faut entretenir la mémoire. Il ne faut pas qu'on soit dans une société avec une mémoire amnésique. Donc il était important pour nous de montrer au monde entier ceux par qui tout a commencé. C'était un symbole très important que nous devions réaliser. Une fois qu'on a relevé ce pari de la reconnaissance, il était important pour nous de relever aussi le pari de la mobilisation. Nous entendons par mobilisation la mobilisation premièrement de l'exécutif ivoirien. L'exécutif ivoirien part de chefs de l'État, les présidents d'institutions, le gouvernement, tout ce qu'il y a comme chancellerie, corps diplomatique, tout ce qu'il y a comme direction générale, officiers supérieurs généraux de l'armée. Et ça, nous l'avons réussi. Nous avons réuni pour cette édition près de 4 institutions autour du livre. Le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le grand chancelier de l'Ordre national parrain de cette 15e édition, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, et puis 5 à 7 ministres de la République en activité sont passés, à commencer par la ministre de la Culture et de la Francophonie, qui est la tutelle du livre et en même temps présidente du salon. Donc il y avait ce pari de la mobilisation au niveau des institutionnels qu'on devait relever. Au niveau des médias, tant nationaux qu'internationaux, qu'on devait relever, on a réussi à mobiliser tous ces médias autour de l'événement. Le pari de la mobilisation des acteurs et professionnels de la chaîne du livre, tant nationaux qu'internationaux. C'est 32 pays venus des 4 coins du monde qui ont séjourné pendant 10 jours à Abidjan pour ensemble porter le livre, pour ensemble faire du livre cette noble cause qui mérite vraiment d'être accompagnée. Et enfin, le pari des populations, des masses. Tout âge confondu, c'est 125 000 visiteurs physiques que nous avons enregistrés sur les 5 jours, sans compter les visiteurs internautes sur les pages réseaux sociaux, autour de 1 216 000. Sur la page du SILA. Sur la page du SILA. Ce n'est pas banal. Il y a aussi, en termes de chiffre d'affaires relatif à la vente des ouvrages, donc tous les exposants qui ont commercialisé leurs œuvres durant ces 5 jours, c'est 117 millions de francs CFA qui ont été générés. Et là encore, les chiffres ne nous ont pas été communiqués dans leur entièreté. Voilà, donc si on fait une extension de 5 ou 10%, vous verrez que ce chiffre d'affaires, naturellement... En 2024, le chiffre d'affaires est tourné autour de 18 à 41 millions. Non. En 2024, oui. Non, on était à près de 100 millions de francs CFA de chiffre d'affaires réalisé en 2024. Le chiffre d'affaires, chaque année, il croît. L'année dernière, nous étions à 80 exposants et cette année, nous avons enregistré près de 100 exposants, exactement 96 exposants. Donc, ce sont autant d'éléments qui méritent d'être relevés. C'est 5168 livres référencés sur le SILA pour 2646 ouvrages vendus, ce qui donc donne le chiffre d'affaires que nous avons annoncé un peu plus haut. Alors, monsieur le commissaire, est-ce que, avec tout ce que vous expliquez, vous êtes un homme heureux d'avoir accompli ce devoir-là, d'avoir été utile? Comme je dis, j'ai essayé, avec mon équipe, on a essayé d'être utile. Le meilleur indicateur pour nous, c'est la population, ce sont les retours. Et aujourd'hui, on a différents retours. Hein. Il y a des retours de satisfaction, il y a des retours d'insatisfaction, il y a des mécontentements, il y a aussi des bonheurs, il y a des joies, ça fait partie de la vie. Tout ce qu'il y a comme observation, comme critique qui nous parviennent, qui nous reviennent, nous en prenons bonne note justement pour que nous puissions en tenir compte pour préparer
la prochaine édition du salon afin de faire de l'édition 2026, la 16e édition, une édition mieux organisée, plus accomplie. Voilà, ça fait partie de la vie, les critiques, et donc nous les acceptons avec humilité, avec l'esprit dégagé, avec le cœur aussi ouvert. Voilà. Par contre, nous ne versons pas dans le dénigrement. Nous n'avons ni l'âme, ni le cœur pour prêter attention à tout ce qui relève des dénigrements. Mais tant que les critiques sont constructives, nous prenons toujours bonne note et nous disons merci justement à toutes ces personnes qui prennent de leur temps pour nous partager leurs sentiments. Cela prouve justement que le livre commence à susciter de l'intérêt. Il y a 5 ans, 10 ans en arrière, on n'aurait pas eu autant de frénésie, autant de réactions sur les médias sociaux. Mais là, moi, tout ce que cela m'inspire, par contre, là, ça m'inspire une satisfaction. Je me dis que, ah ben tiens, on est en train de réussir quelque chose. On est en train de réussir à faire de la question du livre et de la lecture un point clé, un centre d'intérêt. Donc nous disons merci à toutes ces éminences, ces spécialistes de la critique aisés sur les réseaux sociaux. Alors, monsieur le commissaire, vous parlez de contraintes. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour qu'il y ait toutes ces critiques à votre encontre? D'abord, il faut retenir que c'est la maxime qui le dit, hein, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais dans le cas d'espèce, nous avons eu à travailler, pour ne pas dire nous avons eu à organiser ce salon dans des conditions exceptionnelles. Nous n'avons pas, je vais dire... Un SILA exceptionnel. Comment? Un SILA exceptionnel. Non, pas un SILA exceptionnel. Les conditions d'organisation de ce SILA étaient exceptionnelles. Nous ne pouvons pas, en 2024, donc pour la 14e édition, proposer ce qu'on a proposé, recevoir toutes les félicitations, les encouragements et vraiment tout ce qui s'en est suivi. Et puis, comme des inconscients, comme des gamins, comme des amateurs, venir proposer une édition 2025 avec des failles, de la mauvaise organisation. Non. Voilà, nous étions animés par la volonté et surtout par le challenge de faire plus que ce que nous avons fait en 2024. Mais il s'avère que le parc des expositions, qui accueille le SILA depuis l'année dernière, ne dispose en réalité que de 2 salles. Il y a le hall qui a abrité le SILA l'année dernière et à la Convention Center avec la soucoupe. Nous avions fait option, naturellement, quand on sort de l'édition 2024. Mais il s'avère que nous sommes dans une année électorale 2025, avec tout ce que cela comporte comme sérénité, mais aussi comme crainte, comme interrogation. Tout le monde s'interroge, mais en même temps, à travers ces interrogations, tout le monde souhaite que les choses se passent très bien. Mais il n'empêche qu'on prend des dispositions. Du coup, tous les événements internationaux qui étaient programmés dans le dernier trimestre, qui sont programmés pour le dernier trimestre 2025, se sont vus reprogrammés et repositionnés dans le premier semestre 2025, dans la même période que le SILA. Donc quand on va sur le Salon du Livre, on a 3 ou 4 gros événements. En plus du SILA, qui était le premier événement, on a un marché africain des solutions spatiales, on a un autre forum international emploi jeunes et on a une agence de communication très connue sur la place qui avait aussi un événement sur le salon. Le parc des expositions étant sous la tutelle du ministère du Commerce, aujourd'hui s'est vu affecter son exploitation par un opérateur privé. Bon, l'opérateur privé, à un moment donné, se retrouve coincé avec tous ces événements. Il fallait faire les arbitrages. Donc on fait l'arbitrage. La culture est le parent pauvre, malheureusement. On a soit le changement de date du SILA pour pouvoir le maintenir
dans le hall, ce qui est impossible pour nous, parce que c'est un salon international qui est pris en compte dans l'agenda mondial des salons et foires. Et des réservations ont été déjà faites depuis des mois par des internationaux. Ou alors, on changeait d'espace, de site. Mais, comme je l'ai dit, cette période-là, il n'y a même plus d'espace, des sites à Abidjan. À la limite, il y a peut-être des sites aujourd'hui que les uns et les autres ont cités, en ont parlé, on n'y a pas pensé aussi. Donc, et on avait aussi commencé à verser les avances, voilà, pour le site. Donc, du coup, on a dû se contenter de l'espace vert qu'on nous a réaffecté. On s'est contenté de cet espace vert et il fallait donc du coup sortir de terre un village, Live, un bâtiment chapiteau, avec toute la logistique. C'était un défi, avec toute la logistique qui va avec. C'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de le faire dans l'urgence, dans les diligences qui vont avec, mais aussi avec les ressources matérielles, humaines et surtout financières à notre disposition. Notre ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Remarque, n'a ménagé aucun effort pour nous apporter son assistance, son appui institutionnel, son appui financier. Mais bon, c'était de gros défis, c'était de grosses sommes, c'était de gros moyens que cela nécessitait. Et donc nous également, avec l'appui de nos partenaires, ça et là, on a essayé avec les ressources disponibles de relever ce défi. Dans la pratique, il y a eu des aléas, il y a eu des inconvénients, au plan technique surtout. On s'en excuse, on s'en est excusé, on a produit un communiqué, ensuite un deuxième communiqué. J'ai l'occasion d'être sur votre plateau, mais je vais faire le même exercice en tant que premier responsable de cet événement. Pour les quelques désagréments qu'on a pu causer aux uns et aux autres, tant aux exposants ou qu'aux visiteurs, désagréments dus à ces aspects techniques, mais on vous prie de bien vouloir nous excuser. On n'a pas fait exprès. Notre intention n'était pas de vous imposer ces difficultés. Voilà, de bonne foi, animé de bonne foi, on voulait vous proposer quelque chose d'encore plus réussi. Déceptionnel. Mais à la pratique du terrain, on a été confronté à des difficultés qu'on a dû gérer. Les 2 premiers jours, c'était compliqué. Mais à partir du 3e, du 4e et du dernier jour, on a essayé au mieux de maîtriser la question. Mais tout ça, ce sont des enseignements, ce sont des expériences. Ça fait partie du parcours des événements, ça fait partie du parcours de la vie. Ça fait partie de l'existence d'être confronté à des difficultés. Même organiser un anniversaire, un mariage, même des funérailles, on ne les réussit pas comme ça, comme de l'eau qui coule tranquillement. Il y a toujours quelques écueils, quelques difficultés. Donc, soyons indulgents et puis concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le livre. L'essentiel, c'est le livre, l'essentiel, c'est l'édition 16. Alors, parlant de l'édition 16, d'aucuns estiment qu'il faudrait revenir au palais de la culture. Est-ce que c'est une éventualité à envisager pour 2026? Alors, le palais de la culture porte le nom du père des lettres ivoiriennes, Bernard Dadier. Le SILA s'est tenu plusieurs années au Palais de la Culture. Tout comme le SILA est passé par la Bibliothèque nationale pour sa première édition. Le SILA est passé aussi par l'Hôtel Ivoire pour ses éditions 2002 et 2004, avant donc de connaître la traversée de sommeil due à la situation sociopolitique que le pays a traversée. Donc, le retourner au Palais de la Culture, il n'y a aucun problème à aller au Palais de la Culture, mais nous sommes partis du Palais de la Culture pour la simple raison que la capacité qui était dédiée à accueillir le SILA ne pouvait plus tenir. Et à la salle Christian Latier,
au Palais de la Culture, qui fait autour de 656 mètres carrés, je crois, qui recevait le SILA, mais qui ne pouvait même pas déjà, dans les dernières éditions, on était à 45, 50 et 55 exposants. Donc, du coup, on a été obligé d'installer des exposants à l'intérieur et d'autres à l'extérieur. Cela a fait l'objet de critiques également. Et c'était à juste titre d'ailleurs, parce qu'on était là dans une situation où tout le monde n'était pas mis au même pied d'égalité, ce qui n'est pas normal. Donc nous avons tenu compte de ces retours et avec pour défi de trouver un espace, de trouver une salle à même d'accueillir tous les exposants. Le parc des expositions venait d'ouvrir ses portes, on a saisi l'opportunité. Grâce à l'appui, à l'accompagnement du ministère du Commerce, à l'époque, on a saisi l'opportunité pour faire l'édition 2024. Reconnu l'édition 2025 qui a connu ces quelques inconvénients. Donc l'édition 2026, nous ne sommes pas fermés. Les raisons qui ont été évoquées, à côté de la raison des aléas techniques, il y a l'accès avec les travaux au carrefour de Koumassi, au rond-point à Kouaba. Nous pensons que ces travaux-là ne vont pas durer éternellement. Ils finiront bien par être livrés. Et tout ça, c'est pour concourir quand même à la visibilité, au confort, à l'aisance pour tous les Ivoiriens. Donc une fois que ces travaux sont finis, il y a le métro ou le TER qui d'ici là probablement va desservir la zone. Donc nous essayons de nous projeter pour dire en même temps que nous ne sommes pas figés dans un espace. Le plus important, c'est le contenu. Voilà. Et avec tout ce qui s'est passé, nous pensons que nos autorités ont bien compris le rôle et l'importance que la culture, notamment le livre, peut jouer dans le développement d'un pays. Donc on saura justement nous accompagner pour que le site qui va abriter l'édition 2026 soit un site qui correspond aux standards internationaux en matière d'organisation d'événements. D'accord. Alors, commissaire, aujourd'hui, le SILA a sa 15e édition. Alors, de tout le parcours, comment le salon a contribué à revaloriser la lecture, le livre en Côte d'Ivoire? Ben, écoutez, l'objectif du SILA, j'oubliais même, si vous me le permettez, on a aussi le pari de la professionnalisation des métiers du livre, qui est très important. Qui consiste à quoi? Mais qui consiste justement à permettre à tous ces acteurs et professionnels de bénéficier des meilleures conditions pour pouvoir produire des ouvrages de qualité, tant au plan littéraire qu'au plan éditorial, pour leur faciliter justement d'être compétitifs sur les différents marchés. Quand on parle de compétitivité sur les différents marchés, donc on parle de la commercialisation qui accompagne de tels événements. Donc qu'est-ce que le SILA fait? J'ai essayé de décrire un peu les différents paris qui sont les nôtres quand on organise un salon pareil. Aujourd'hui, pour cette édition, on avait aussi le pari de la création des marchés. On a porté cette ambition, cet engagement de faire de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pour ne même pas dire au niveau de l'Afrique de l'Ouest francophone, ce marché de cession et d'achat de droits. Un marché de cession et d'achat de droits est justement un marché qui permet aux acteurs de différentes zones linguistiques, donc francophones, anglophones, on a eu des exposants anglophones, antillais, caraïbéens, arabophones, on a eu la Tunisie, on a eu le Maroc, on a eu l'Algérie. L'objectif était de mettre tout cela ensemble pour leur permettre de voir comment est-ce qu'ils font des affaires. Comment est-ce que le livre qui est produit
de Anzata Ouattara, de Hélène Lobé, de Eti Marquet, de Josué Guébo, de Tibus Kofi, de Maurice Bandaman, de Mawa Bakayoko, j'en passe. Comment ces ouvrages-là peuvent être traduits en créole pour être présents sur le marché entier? Comment ils peuvent être traduits en anglais pour être présents au Ghana, au Kenya? Comment ils peuvent être traduits en arabe pour être présents sur le marché marocain, tunisien, algérien, etc. Comment ils peuvent être traduits en swahili pour être présents sur le marché kenyan, sur le marché sud-africain. Et ça, c'est une innovation de cette année. C'est une innovation de cette année. Ce sont des résultats qui sont là, qui sont palpables. Et puis, après, vous avez vu le nombre d'ateliers, le nombre d'animations, le nombre d'enfants, le nombre de familles qui ont déferlé malgré les difficultés, qui se sont déplacés, motivés à venir au contact du livre, à venir acheter des livres. Donc, il y a un changement, il y a quelque chose qui est en train de naître et il y a un lectorat, j'ai envie de dire, je ne vais pas le réduire à la Côte d'Ivoire, un lectorat africain, actif et durable qui est en train de naître. Et ça, il faut qu'on porte tous. Il faut qu'on porte tous ce combat. Et c'est ce que le grand chancelier, parrain de cette édition, l'a dit dans son discours d'ouverture, que la question du livre doit être une cause nationale. Justement, j'en arrivé à cette question. Alors, l'année, en 2024, le parrain avait évoqué cette question. Cette année, il remet à jour cette question. Mais on se rend compte que entre l'année dernière et cette édition, c'est resté juste des simples mots et il n'y a pas eu d'action menée dans ce sens pour faire de la lecture une cause véritablement nationale. Qu'est-ce que vous, en tant que commissaire du SILA, quelles sont les actions que vous allez entreprendre dans ce sens pour faire de la lecture une véritable cause nationale? Mais, dans tous les cas, ça ne peut pas être une démarche solitaire, ça ne peut pas être une démarche personnelle. Ça ne peut être qu'une démarche collective et solidaire. Ce n'est pas une affaire du grand chancelier, ce n'est pas une affaire du président de la République, ce n'est pas une affaire des éditeurs, c'est une affaire collective. Ça veut dire quoi? C'est de la responsabilité collective. Donc, c'est bien déjà ce qui est en train de se passer. C'est à saluer. Aujourd'hui, nous avons quand même pas mal d'espace, pas mal de tribunes qui contribuent à la promotion du livre et de la lecture. Il y a des passionnés, il y a des bénévoles, tant sur les espaces physiques que les espaces virtuels. Nous avons 1001 tribunes qui font la promotion du livre et de la lecture. J'aimerais en tout cas saluer toutes ces personnes qui prennent de leur temps, de leur énergie, de leurs ressources pour promouvoir le livre et la lecture. Nous avons approché le ministre des Transports, pas en tant que ministre des Transports, mais il est en même temps le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. J'ai nommé M. Amadou Koné, qui était aussi présent à nos côtés cette année à toutes les étapes, justement pour faire le plaidoyer, à côté du plaidoyer du grand chancelier, pour que les villes et communes, donc les maires, également les présidents des conseils régionaux, les gouverneurs de districts, etc., prennent sur eux de réhabiliter déjà les bibliothèques qui existent. Il faut déjà réhabiliter ces bibliothèques qui existent. À défaut, il faut créer. On ne demande pas de créer de nouvelles bibliothèques, sinon on va nous brandir peut-être les contraintes budgétaires, mais on peut ouvrir des points de lecture, des coins de lecture, des espaces de lecture. Et ça, ce ne sont pas des choses terribles à faire, c'est juste une question de volonté. C'est juste une question de vision, mais c'est surtout une question de volonté. Et donc le ministre Amadou Koné, qui a bien compris également ces enjeux, je pense qu'il est en train de s'organiser pour nous accompagner dans ce combat que nous menons avec
la voix du grand chancelier. Dire qu'entre 2024 et 2025, il n'y a rien eu, bon, c'est vous qui le dites. Moi, je ne le pense pas du tout. Et il faut relever aussi que la Côte d'Ivoire, tout n'est pas forcément parfait, mais quand il y a des choses qui existent, il faut avoir l'honnêteté de le dire. La Côte d'Ivoire est l'un des rares pays dans l'espace ici, dans notre espace, à disposer d'une loi. Il y a une loi sur l'industrie du livre. Il y a une loi depuis 2014 qui est passée par l'Assemblée nationale, votée, promulguée par le chef de l'État. Donc il vient créer le cadre institutionnel, légal, pour que les acteurs que nous sommes puissions évoluer dans plus ou moins un espace professionnel. Mais dans tous les secteurs, vous avez des brebis galeuses. Donc il va falloir justement qu'il y ait des décrets, et il y a quand même des décrets qui existent, mais que d'autres décrets viennent justement pour pouvoir donner de l'oxygène à cette loi, pour pouvoir faire justement de la Côte d'Ivoire un modèle en la matière. Donc ce sont quand même des points forts à saluer, et puis à féliciter, encourager ceux qui portent ces projets institutionnels. D'accord, monsieur, notre entretien tire pratiquement sa fin. Quel pourrait être votre mot de la fin à la société ivoirienne relativement aussi là, mais également à la littérature dans sa généralité? Je l'ai dit lors de mon propos à la cérémonie d'ouverture, j'ai parlé de lits pour bâtir. J'ai parlé de lits pour bâtir. On n'a pas d'autre choix que d'ancrer le livre dans la politique de développement, la lecture dans la politique de développement de notre pays. Une société, un pays qui a réussi à faire de la lecture une habitude et donc un plaisir accessible à tout le monde ne peut être qu'une nation éclairée et prospère. Donc c'est une affaire de tout le monde. Et je dis merci à toutes ces personnalités, à toutes ces personnes, à toutes ces populations, à toutes ces entités, ces partenaires qui nous font confiance chaque année en nous accompagnant sur l'événement SILA 2025 qui a été une édition à succès avec quelques inconvénients. Nous en sommes désolés. Mais là, nous sommes déjà en train de préparer l'édition 2026 et nous serons tenus compte de toutes ces observations et critiques qui nous sont parvenues. Vous pouvez vous rappeler les dates de l'édition 2026? Alors, l'édition 2026, donc la 16e édition du Salon international du livre d'Abidjan, est prévue du 5 au 9 mai, jusqu'à preuve du contraire au parc des expositions d'Abidjan. À défaut, on verra bien où est-ce qu'on établira ce salon. D'accord, merci d'être passé sur votre plateau parce que je le rappelle, l'Intelligent TV est le média officiel du Salon international du livre depuis 2 ans et nous serons encore aussi là 2026 au Parc des Expositions pour vous faire vivre ces bons moments de littérature, de rencontres avec les auteurs, tous ceux qui sont dans la chaîne de la production du livre. Mesdames, Messieurs, ce fut un grand plaisir pour moi d'être en votre agréable compagnie. Merci et puis restez toujours connectés sur l'Intelligent TV. Au revoir.